Bienvenue à notre prochaine leçon, donc la leçon numéro 2 dans le cadre de ce cours algorithmique et structure de données techniques de programmation. Nous allons parler au cours de cette leçon donc, du langage C. Nous allons faire un petit tour d'horizon au départ pour présenter le langage C. Il ne s'agit pas de présenter tout le langage, mais comme je vous l'ai dit au cours de la première leçon, c'est pour avoir une idée, pour se mettre au niveau pour ce langage. Alors nous allons commencer donc ce tour d'horizon par vous présenter les objectifs. En fait, nous parlerons au cours de cette leçon des types de données standards. Nous allons parler du langage C et les types qu'il va manipuler. Nous parlerons des expressions et de l'affectation. Nous parlerons de la structure générale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va écrire notre programme C. Évidemment, on suppose qu'il y a quelques petites connaissances, quelques connaissances au niveau de la programmation structurée et une bonne connaissance du langage C, ça vous éviterait de suivre cette leçon d'une façon très ponctuelle. Nous parlerons, et là je vous présente le plan donc, de la leçon, nous parlerons tout d'abord des atouts du langage C, nous parlerons un petit peu de la philosophie du langage C, et nous poursuivons avec la structure générale d'un programme, c'est-à-dire la structuration sous forme de fonctions essentiellement. Nous parlerons donc des types de données, des types de bases qui sont définis dans le langage, et nous parlerons ensuite des opérateurs, les opérateurs qui sont implémentés au niveau du langage, et nous parlerons ensuite des expressions qui sont très importantes dans le langage C, notamment une expression particulière, l'affectation. Alors, le langage C, comme vous savez, le langage C, c'est un langage qui a été conçu au départ par une équipe de chercheurs qui travaillaient sur un système qui était le système Multics, puis après un nouveau système qui s'appelait le système Unix, et Denis Ritchie était l'un des concepteurs du langage C, donc il a conçu le langage C pour écrire le noyau du système d'exploitation Unix, et ce langage, il avait un certain nombre d'objectifs lui-même. C'est un langage qui devait être portable, c'est-à-dire on pouvait exécuter n'importe quelle application écrite en langage C dans plusieurs plateformes. Donc ça, c'est un peu la première philosophie du langage C. Alors, le langage C, c'est un langage système. Donc on a parlé tout à l'heure que c'était un langage au départ pour écrire le noyau du système d'exploitation Unix. C'est un langage système. On peut utiliser un certain nombre de fonctions de primitives système, mais surtout c'est un langage qui est système et portable. Portable dans ce sens que on peut l'exécuter sur n'importe quelle machine. En fait, c'est le langage qui constate un état de fait architectural et fournit des services de base de bas niveau adaptés à cette réalité. En fait, il peut constater qu'on est en train d'exécuter sur telle machine ou telle machine. On a des primitives de compilation conçues pour cela. C'est un langage système, un langage portable. C'est aussi un langage de haut niveau comme un certain nombre d'autres langages qui permet, entre autres, la généricité. Généricité veut dire tout simplement qu'on peut écrire un certain nombre de modules, d'algorithmes, de fonctions qui peuvent être paramétrables. Selon le paramètre, on peut avoir à utiliser la fonction dans telle ou telle application. Donc la modularité, c'est la possibilité de paramétrer les algorithmes pour réutiliser facilement les fonctions les implémentant. Alors, un autre atout du langage, c'est donc on a parlé de la modularité, en fait, c'est la construction on a parlé de la généricité, c'est la construction de modules qui peuvent être adaptables, et la modularité, c'est la possibilité d'avoir plusieurs fonctions qui sont séparées, qu'on peut tester à part. C'est un langage souple, j'allais dire aussi simple. Il y a des gens qui peuvent le considérer un petit peu plus délicat, mais on verra ça à la fin. Alors, c'est un langage qui est souple, ça veut dire qu'il laisse un petit peu la liberté aux programmeurs. Bon, ça pose quelques problèmes, évidemment. Il laisse aux programmeurs un certain nombre de choses, un certain nombre de choix, notamment les affectations, les types, etc. Donc, la possibilité d'utilisation de nombreuses primitives du système,
Donc on a un certain nombre de bibliothèques qui permettent d'aider le programmeur à développer son application. Alors comme je disais, ça laisse beaucoup plus de liberté aux programmeurs. Évidemment, c'est moins exigeant, mais évidemment, ça peut induire un certain nombre d'erreurs si on n'est pas bien à point sur les petites choses du langage, parmi lesquelles on va voir quelques-unes. Alors, lorsque vous écrivez un programme, eh bien, vous devez commencer par écrire une fonction particulière qui est la fonction main. Donc, un programme, c'est une fonction main plus un certain nombre de fonctions. Donc, c'est un ensemble de fonctions plus une fonction principale. En fait, c'est le point d'entrée au niveau de l'exécution du programme. Les fonctions, ben, on peut les avoir dans le même fichier, on peut les avoir dans des fichiers qui sont différents, ce qui est généralement souhaitable. Notamment, on peut avoir des fichiers à part qu'on peut compiler à part, qu'on peut tester à part, etc. Alors, les programmes, pardon, les fonctions peuvent manipuler un certain nombre d'objets. Ben, si les objets sont déclarés à l'intérieur, ben, ce sont des objets qui sont locaux. S'ils sont à l'extérieur de la fonction en question, eh bien, on appelle ça des objets globaux. Je vous donne ici un exemple. Vous avez une fonction, ici la fonction int sq, qui fait tout simplement le carré de n. Donc return, on va voir un petit peu tout cela, return n multiplié par n. Et la fonction main qui prend un nombre i et affiche printf sq de i. Il affiche tout simplement le carré de i. Là, j'ai quelque chose, un programme avec deux fonctions, et notamment la fonction main. Alors, le langage, il est basé sur un certain nombre de types de données standards, des types de données qui existent dans le langage. Alors, ce sont des entités que la machine peut manipuler. On peut évidemment créer d'autres types de données. Là, on est en train de parler de types de données qui sont offerts par le langage. Alors, nous avons des types de données qui sont créés ou qui sont manipulés par un mécanisme d'adressage. On peut avoir des types de données qui sont manipulés par des circuits opératoires, notamment les opérations, donc on a un certain nombre d'opérations, ou encore des entités dont la machine peut les manipuler en utilisant le compilateur. En fait, c'est le compilateur qui simule un peu ces types de données par des mécanismes de définition. Alors, quels sont ces types de bases? On va les énumérer. Alors, l'idée de cette leçon n'est pas tout à fait de présenter tous les types, tout le langage, mais c'est juste d'avoir une idée générale et surtout d'avoir une idée globale pour se situer. Alors, le premier type, c'est le type char. Alors, le type caractère, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un octet, il peut être codé il est codé sur 8 bits. Autrement dit, je peux avoir un caractère entre moins 128 et plus 127. Grosso modo, un entier, c'est un caractère. En fait, là, on arrive à la souplesse du langage C, c'est-à-dire on ne fait pas de différence entre un caractère et un entier. Un caractère, c'est tout simplement un petit intervalle entre un caractère, c'est un petit intervalle inclus dans les entiers. Donc, un caractère, c'est un entier. Alors, justement, les entiers, eh bien, on a des entiers qui sont, bon là je parle des caractères non signés, c'est-à-dire on peut avoir un caractère signé ou un caractère non signé. Alors les entiers, on peut avoir des entiers courts, signés ou non signés. Et là, on voit donc un entier court, il est généralement codé sur 16 bits. On peut avoir quelque chose de non signé, c'est-à-dire positif. Alors, le mot de la machine, la taille du mot de la machine correspond à un type principal qui est le type entier. Généralement, c'est un type qui est codé sur 32 bits. Alors, tous les calculs sont en général menés sur cette base-là, 32 bits. Grosso modo, un caractère, 8 bits, un entier sur 32 bits. Un caractère, c'est un sous-ensemble d'un entier pour résumer ces deux types. Alors on peut avoir évidemment un entier signé ou un entier non signé. Non signé, c'est-à-dire des entiers positifs.
Je vais présenter les autres types, mais évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive des types. On a des entiers élans, donc ce sont des entiers qui sont généralement codés sur 32 bits. On a des entiers signés et des entiers non signés, unsigned int. Généralement, le type int est long. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est que ces deux types sont généralement des types équivalents. Le type qui peut représenter donc des nombres en virgule flottante, c'est le type float. Typiquement, il est codé sur 32 bits ça tient en moins de place mémoire. Un réel simple précision float peut être codé sur plus de bits, en 64 bits, et dans ce cas, on a un entier à double précision. Donc en fait, c'est un flottant qui est beaucoup plus précis qu'un float, et en général, il est codé sur 64 bits. Alors, on a d'autres types. Je note ici un type assez important, c'est le type pointeur. Grosso modo, on peut dire qu'un pointeur, c'est tout simplement une adresse. On note que le langage C, c'est un langage système, et on aura besoin d'accéder à la mémoire, mais aussi au niveau du cours de structure de données, on aura besoin d'implémenter les pointeurs pour faire de l'allocation dynamique, notamment, on utilisera les pointeurs. C'est un type à part entière. Un pointeur sur un caractère, ça serait noté char, étoile. Et un pointeur sur un type quelconque serait noté type, étoile. D'accord ? Type, ici, c'est un type composé ou un type simple. Évidemment, donc là, je parle d'un pointeur pour dire que le pointeur, c'est tout simplement une adresse, et vous ne pouvez pas utiliser un pointeur s'il n'est pas spécifié par une adresse au niveau de la mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette adresse, elle est accessible en lecture ou en écriture, et c'est là le début d'un certain nombre de problèmes, notamment l'écriture dans une zone mémoire pointée par un pointeur. Alors, le langage C fournit un certain nombre d'opérateurs. Vous avez les opérateurs donc usuels que vous connaissez donc pour l'arithmétique classique, l'addition. Donc on peut additionner les entiers, les réels, etc. Mais on peut aussi additionner les pointeurs, même si ça n'a aucun sens d'additionner deux adresses. On peut faire de la soustraction sur les mêmes types de données, c'est-à-dire les entiers, les réels et les pointeurs. Et là, on verra que soustraire deux adresses, ça a quand même un sens et ça peut servir dans un certain nombre de cas. Un autre opérateur, c'est la multiplication. Là, évidemment, c'est les entiers et les réels. On ne parle pas de multiplication d'adresses ou de pointeurs. La division. Les autres opérateurs, c'est l'opérateur modulo, autrement dit le reste de la division euclidienne. Ça s'applique sur les entiers. Le reste de la division, par exemple, de 20 par 6, c'est 2. D'accord ? Donc, le pourcentage indique le modulo. Au niveau des opérateurs concernant l'arithmétique binaire, alors arithmétique qui fait jouer, disons, deux opérandes, vous avez le décalage à gauche, et là, c'est des opérateurs, j'ai dit binaire dans le sens où on va manipuler les bits. Donc si vous prenez par exemple le nombre 1, il est représenté par 1 avec une suite de 0 si vous les représentez en base 2. Eh bien, décaler à gauche ce 1, et puis remplir par des zéros, vous aurez un 0, 1, et puis des zéros, ce qui représente en fait en base 10 le nombre 2. Alors, ce qui nous donne ici les entiers, 1 décalage à gauche, ça nous donne 2. Alors, c'est quelque chose qui peut être très important quand on manipule des objets système. Alors, décalage droite, c'est dans le même sens. Donc, si vous prenez 2 et vous décalez de 1, autrement dit, vous prenez le 1 et vous le décalez à droite, et bien vous tombez sur le nombre 1. Par exemple, si vous prenez 1 et vous, 1, qui est représenté grosso modo par
1 et une suite de 0, eh bien, vous pouvez prendre ce 1 et vous le décaler une fois, deux fois, trois fois, n fois. Quand vous le décalez plusieurs fois, n fois, bah, ça veut dire que vous tombez sur 2 à la puissance n. C'est une représentation du nombre 2 à la puissance n. Et vous voyez que ici, on simplifie parce qu'on passe de quelque chose, 2 à la puissance n, c'est une multiplication, l'utilisation de plusieurs fois la multiplication, n fois, à un petit opérateur, un décalage. C'est pour cela qu'en fait, on simplifie beaucoup les calculs. Et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que le langage C est relativement rapide au niveau de ces opérations. Un exemple de la rapidité. Vous avez des opérateurs concernant l'arithmétique booléenne, c'est-à-dire l'arithmétique logique. Hein. On a inférieur, supérieur. Donc là, c'est des opérateurs entre deux expressions logiques. Une expression inférieure, une expression arithmétique inférieure à une autre expression arithmétique, ça nous donne quelque chose de vrai ou de faux. C'est un résultat booléen, un résultat logique. Alors, inférieur, vous avez aussi des opérateurs supérieurs. La comparaison égale-égale, comparer deux expressions numériques, deux expressions du langage, vous donne une expression booléenne, vrai ou faux. Vous avez aussi différent, inférieur égal, supérieur égal, et tous ces opérateurs, vous pouvez les appliquer au type qu'on a vu, c'est-à-dire les entiers, les réels, mais aussi, on verra, pour les pointeurs. Vous avez le et logique, donc une expression et une autre expression, donc ça vous donne vrai si les deux sont vrais et faux si l'une des deux est fausse. Vous avez l'expression or ou bien ou, donc l'expression or, ça s'exprime par deux traits verticaux. Alors toujours dans les opérateurs, eh bien, on peut étendre tout ceci à d'autres opérateurs, mais on doit arrêter un tout petit peu pour vous dire que, attention, il n'y a pas d'opérateur. Quand on parle d'opérateur logique, en fait, il n'y a pas de boolien, il n'y a pas de quelque chose qui est vrai ou faux. Alors, les résultats d'une opération booléenne, ou le résultat d'une opération booléenne, c'est un boolien, une valeur de type int, qui est soit 0, soit 1. Autrement dit, quand vous avez une expression, n'importe quelle expression, ben c'est une expression vraie ou fausse. Soit elle est égale à 0, et dans ce cas elle est fausse, soit elle est différente de 0, étant 1, 2, 3, n'importe quelle valeur différente de 0, et dans ce cas elle est vraie. Alors, donc, c'est ce que je dis ici, lors d'une opération strictement booléenne, toute valeur nulle est fausse, et les autres valeurs sont vraies. Eh bien, on peut ajouter d'autres opérateurs sur les champs de bits. Vous avez des opérateurs. Alors, tout à l'heure, on avait parlé d'opérateurs et or. Ce sont des opérateurs qui peuvent s'appliquer sur des expressions. Alors là, on peut prendre un nombre exprimé sous forme de champ de bits, exprimé en binaire, par exemple le 7. Si vous regardez la représentation du nombre 7 en binaire, c'est 1, 1, 1. Si vous prenez la représentation de 3, c'est 0, 1, 1. Alors quand vous prenez le et, qui est le et commercial ici, 7 et 3, c'est tout simplement, on va faire le et logique entre les bits 1 et 0, 1 et 1. Et puis, vrai c'est 1, faux c'est 0. Et le résultat, ce qu'on va trouver, puisque la seule fois où ça nous donnerait 0, c'est lorsqu'on a ici 0. Autrement dit, on va avoir 0, 1, 1, c'est-à-dire 3. Donc on peut avoir ici des opérateurs sur les champs de bits. Alors, on peut avoir un autre exemple, là pour le OR. Remarquez ici que l'opérateur c'est une seule barre et non pas deux. Là on est en train de travailler sur des bits. Pour le OR c'est le même principe, mais ici je dois mettre un OR, autrement dit, à tous les coups c'est vrai. La seule fois où ce n'est pas vrai, c'est lorsque les deux bits sont à 0. Ce qui n'est pas le cas ici. Autrement dit, on va tomber ici sur 1, 1, 1, c'est-à-dire le nombre 7. Et puis, on peut avoir d'autres opérateurs, par exemple le OU exclusif, ou le XOR, exprimé ici par un chapeau. Alors, si vous prenez, bon là je prends un exemple un petit peu plus compliqué. Si vous prenez un nombre n, n'importe quel nombre n, et vous faites le et logique avec ce nombre exprimé, alors quand on met un 0, ça veut dire que c'est exprimé en octal, eh bien le nombre, ça a 10 bits, mettons x,
on ne les connaît pas. Et puis, le nombre qui est là, il est exprimé sous cette forme-là, 1, et puis 7, 7. Alors, quand vous faites le et, c'est le et logique. Alors, vous retombez sur tous les bits qui sont à 1, vous les retrouvez ici. Et tous les bits qui sont à 0, ben, ici, ils sont mis à 0. Autrement dit, qu'est-ce qu'on obtient avec cette opération dont l'entier C? Ben, on va obtenir juste les bits, les 7 bits de poids faible qui correspondent en fait aux 1 qui sont ici. D'accord? Donc C va contenir les bits de poids fort. En fait, ici, il y en a 7 de N. Alors, si c'est dans le même ordre d'idée, si on prend par exemple N un autre opérateur, là c'est pour vous exprimer un petit peu le décalage en utilisant un nombre. Quand vous prenez un nombre et vous le décalez par exemple de 9 cases, c'est exactement la même chose que si vous avez multiplié ce nombre par 2 à la puissance 9. Et là, remarquez le gain du temps qu'on peut avoir toujours, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais là c'est pour la multiplication d'un nombre avec une puissance de 2. Remarquez, ici ça demande beaucoup plus de temps que de faire un décalage 9 fois. 9 décalages à gauche. Alors, il y a aussi d'autres opérateurs, et là c'est une différence par rapport à d'autres langages. On peut avoir des opérateurs ternaires. Ternaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser 3 opérandes. Là, les opérandes, ce sont x, y et z. Là, l'opérateur, c'est le point d'interrogation et les 2 points. Quand vous mettez 2 expressions, ici, et puis un troisième, ça veut dire tout simplement, si cette expression est vraie, eh bien, elle va vous donner l'expression y. Et si cette expression x, donc, est fausse, elle va vous donner z. D'accord? C'est aussi un opérateur du langage. Alors on peut écrire par exemple l'opérateur x supérieur y à b. On peut écrire donc une expression sous cette forme-là en utilisant l'opérateur point d'interrogation, 2 points, l'opérateur ternaire. On a vu un certain nombre de types standards. On a vu les opérations qu'on peut appliquer. Maintenant, on va voir que le langage, il est basé sur un certain nombre de calculs, sur un certain nombre d'expressions. Alors, les expressions, en fait, les expressions, ça conjugue les opérandes et les opérateurs. Quand vous avez un opérateur avec un certain nombre d'opérandes, eh bien, on obtient une expression. Et on va voir que le mot expression, c'est un mot qui est relativement assez vague en langage C, enfin vague, je veux dire, qu'il permet un certain nombre de choses. Alors, les règles d'évaluation des expressions doivent être très très bien comprises pour pouvoir éviter un certain nombre de problèmes après. C'est-à-dire on doit comprendre les règles d'évaluation des expressions. Comment les expressions sont évaluées. Si on les comprend, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de mal après à comprendre les problèmes au niveau de l'exécution. Il faut aussi comprendre la précédence des opérateurs. Évidemment, la multiplication, elle est plus prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction. La multiplication, elle est prioritaire, elle a la même priorité par rapport à la division, etc. Donc il y a un certain nombre de règles que je ne présente pas ici, mais en fait que vous pouvez vous référer à n'importe quel livre du langage C, et vous pouvez regarder ces listes de précédence. Alors, quand vous faites évaluer une expression, il faut faire attention au sens des évaluations. Quand on a une expression, on commence par quoi? Par la fin ou par le début? Ça, c'est très important à comprendre. Et puis, la conversion, et j'avais dit que le langage C permettait, laisser le programmeur faire ce qu'il veut, en quelque sorte, et en fait, il le laisse, mais après, il y a des conversions qui sont faites d'une façon implicite, mais il faut les comprendre. C'est-à-dire que le langage, le compilateur, il les fait, mais au programmeur de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, au risque d'avoir des programmes erronés. Alors, il faut comprendre quels sont les types renvoyés par les évaluations. Ça suit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, les conversions, donc, comment ça se passe la conversion des types? Quand vous avez une expression, vous avez généralement on peut avoir plusieurs types qui sont mis en jeu, mais généralement, les types sont ramenés au type standard de la machine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un char et un entier court, short, eh bien, c'est traduit en un entier. Vous avez aussi, quand c'est un float, c'est traduit en un double. Alors maintenant, si vous avez dans une expression plusieurs opérandes qui ont le même type, hein, qui ont des types différents, mais un des opérandes a le type double, eh bien le deuxième opérande, ou le second, il est ramené au type double. Donc vous avez au départ les grands types sont ramenés au type plus petit. Maintenant, sinon, eh bien, si vous avez un double et un autre type, eh bien, ce sont c'est le second type qui est ramené au double. Par exemple, prenons un exemple, vous avez x qui est de type double, plus y qui est d'un certain type, eh bien, c'est traduit en un double, plus ce type-là, il est traduit automatiquement en un double. Donc, vous avez un calcul qui fait automatiquement, une conversion qui fait automatiquement, le second, ici, il est converti en un double. Quand on parle de la conversion, évidemment, ce n'est pas le type de la variable qui est concerné, mais en fait la valeur. Mais le type, il reste. Tout à l'heure, on avait une variable d'un certain type, disons float par exemple. Eh bien, ce n'est pas le type de la variable, mais c'est la valeur qui est convertie en un double avant de faire l'opération. D'accord? Donc, l'opérande ou la variable reste intacte. Alors, un exemple typique de ces conversions, on va illustrer ça sur un exemple. Prenez cet exemple où on lit, avec une boucle, on verra tout à l'heure cette notion de boucle, on lit sur l'entrée standard, le clavier, on lit un caractère par cette fonction particulière getChar, et puis on ne fait rien. On lit des caractères jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du fichier. Alors généralement, la fin du fichier ici, c'est lorsqu'on tape CTRL-D lorsqu'on est dans un environnement Unix par exemple, ou bien CTRL-Z lorsqu'on est dans un environnement Windows. Eh bien, là, ça peut poser un problème dans un certain cas. getChar, c'est quelque chose qui va renvoyer -1 lorsqu'il trouve un indicateur fin de fichier. Et ce -1, généralement, il est mis dans C, c'est une affectation, et il est converti en un entier positif. Quand il est converti en un entier positif et qu'on veut le comparer à un do-file qui est généralement un do-file, c'est défini comme étant une valeur égale à -1, eh bien on risque de ne jamais respecter cette comparaison. Enfin, cette comparaison risque d'être tout le temps fausse. Autrement dit, cette boucle peut tourner d'une façon infinie. Et le problème, ça vient un petit peu de ce char et de la conversion qui est faite malgré le programmeur. C'est une conversion explicite. Alors la solution à ce problème réside généralement à déclarer, au lieu d'un caractère, on veut déclarer un entier, sachant que getChar envoie un caractère. Mais en fait, ici getChar envoie un caractère qui est en fait un petit entier, il ne va pas être converti et peut être comparé après d'une façon normale avec un do-file qui est égal à -1. Donc voilà des petits problèmes qui peuvent être posés si on n'a pas bien compris les conversions implicites de type. Alors, l'une des expressions, c'est l'affectation. Alors l'affectation, vous savez que dans un langage, une manière, ou la seule manière, au moins dans les langages dits impératifs, la manière de travailler, c'est d'utiliser des variables et d'utiliser de l'affectation. Alors l'affectation elle-même, c'est une expression, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langages, par exemple le Pascal. C'est une affectation, une affectation elle-même, c'est une expression. L'affectation, ça se présente sous cette forme-là. Une variable égale une expression. Mais le tout, c'est une expression. C'est-à-dire, ça a une valeur qu'on peut utiliser après. Donc le résultat est le résultat de cette expression-là, c'est celui de la partie expression qui est à droite. Alors, l'affectation, ça prend une valeur et ça la met dans une case mémoire qui est indiquée par un indicateur. Ici, c'est la variable.
Une affectation, c'est une expression, il a une valeur, et il peut donc être elle-même affecté. On peut avoir des écritures, comme on va voir tout à l'heure, dans des écritures où on affecte une affectation. Hein. Ce qu'il faut noter, c'est que l'évaluation se fait de droite à gauche, autrement dit, de l'expression vers l'affectation. D'abord, on effectue l'expression, qui peut être une expression très compliquée, donc il faut faire attention, il faut qu'il termine, etc., avant de faire l'affectation. Ensuite, les opérandes ont des types divers, autrement dit, dans l'affectation, je peux avoir une expression avec des opérandes qui peuvent avoir n'importe quel type. Tout à l'heure, on a parlé des expressions. Alors, pour voir un petit peu cette notion d'affectation-expression, eh bien, une affectation x égale 5.1, c'est une affectation qui renvoie à quelque chose. Autrement dit, il a une valeur, et cette valeur, c'est la valeur de x. C'est 5 si jamais j'ai déclaré x comme étant un entier. Mais si j'ai déclaré x comme étant un réel, un float, eh bien, ça serait 5.0. C'est même, donc si j'ai déclaré x un réel, eh bien, on lui affecte une valeur qui est la valeur 5, mais le résultat de cette affectation, c'est la valeur de x qui est un float, et donc 5.0. Donc j'explique un petit peu ceci. En fait, l'expression est évaluée en premier, puis après, il y a une conversion de la valeur qui a été calculée. La valeur calculée, elle est convertie dans le type de la variable. Regardons maintenant un autre exemple pour expliquer un petit peu l'affectation en tant qu'expression. Donc cette relation entre l'affectation et l'expression. J'ai ici deux entiers, donc A égale B égale 5. J'ai déclaré donc un entier A et B. Et puis j'affecte à l'entier A une autre affectation. Donc si on regarde ici, vous avez l'entier B, je lui affecte la valeur 5. Et puis après, je fais l'addition et j'affecte le tout A. Autrement dit, j'ai ici une valeur que je peux affecter à la valeur A. Alors au départ, qu'est-ce qui se passe? Donc si on applique un petit peu ce qu'on avait vu, eh bien, B, d'abord, c'est la partie droite. Partie droite qui est calculée, donc d'abord l'affectation B égale à 5. Ça renvoie une valeur qui est 5. L'addition, ça vous donne 6. Et le tout, il a une valeur, c'est 6, qui est affecté à A. Donc la valeur de A, c'est 6, et la valeur de B, c'est 5. Alors on peut noter aussi que cette même expression, cette même affectation, est une expression qui a aussi une valeur. Alors un autre type d'affectation, une autre façon de faire l'affectation, alors là on rentre dans le cadre des opérations qui permettent d'améliorer le coût et la vitesse d'exécution des opérations. Alors c'est ce qu'on parle d'affectation opératoire. Alors prenez par exemple une variable x auquel j'affecte la valeur 5.1. Bon. X, si c'est un float, ben, ça reçoit 5.1. Si c'est un entier, il y a une conversion explicite, pardon, il y a une conversion implicite qui est faite par le langage. Et je peux additionner plus égal. Donc je peux additionner à x la valeur 2, ajouter la valeur 2, et la réaffecter à x. C'est ce qu'on appelle une affectation opératoire, plus égal. À la fin de cette affectation, eh bien, la valeur de x a changé, elle n'est plus 5, mais c'est la valeur 7. On parle d'affectation opératoire parce qu'il y a une opération et une affectation en même temps. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus rapide? Eh bien, parce que tout simplement, on a une affectation qui fait référence à la même case mémoire, à la même variable qui est x. Donc on n'a pas à mettre dans une autre variable et puis à regarder est-ce que c'est la même, est-ce que, etc. C'est la même variable qui va recevoir la même valeur qu'il a plus la valeur 2. Alors ça peut être aussi important si on a un certain nombre de calculs à faire ici, c'est-à-dire si on n'a pas une valeur, mais le calcul d'une fonction, etc. Alors, des affectations opératoires, on va les retrouver avec toutes les opérations qu'on a vues, plus, moins, etc. Et avec, évidemment, l'affectation. Alors, on va retrouver, par exemple, moins égal, donc une variable
qui va contenir une valeur avec moins égale, eh bien, on va retrancher une valeur une quantité de cette valeur-là. Alors, tous les autres opérateurs, on les a ici, la soustraction, la multiplication, la division, etc., qui sont associés à l'affectation. Alors, les autres opérateurs sont les autres opérateurs, disons, j'allais dire, qui sont propres au langage C, qui ont été introduits en quelque sorte par le langage C, par les concepteurs de langage C, c'est l'opérateur plus l'opérateur d'incrémentation. Alors, c'est dans le même ordre d'idée. Généralement, quand on utilise des boucles, on incrémente des compteurs, eh bien, pourquoi pas un opérateur spécialement dédié à l'incrémentation, c'est-à-dire ajouter de 1, grosso modo. Alors, ça permet d'ajouter des entiers, ça permet d'ajouter une valeur 1 à des réels ou à des pointeurs aussi. Donc, on peut incrémenter des pointeurs. Alors, vous avez aussi, dans l'autre sens, retrancher 1 ou la décrémentation, c'est l'opérateur moins. Nous allons voir maintenant comment ça marche sur un exemple. On va prendre une variable ici, x, qui contient la valeur 5 après une affectation. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une incrémentation? Alors, tout d'abord, il y a deux types d'incrémentation. On va voir d'abord ce qu'on appelle la post-incrémentation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que dans une affectation, eh bien, lorsque vous avez l'incrémentation, vous devez, en fait, comment ça va être fait? Ça va être incrémenté après que l'affectation eut lieu. Cela veut dire quoi sur notre exemple? Ça veut dire que l'affectation y égale à x va être faite d'abord. C'est pour cela qu'on se retrouve ici avec y qui contient la valeur de x avant qu'on ait incrémenté. Et c'est après que l'incrémentation se fait. Et on se retrouve ici avec la valeur x égale 6, c'est-à-dire la valeur de x a été incrémentée. Donc il faut faire bien attention lorsque vous incrémentez et lorsque vous faites une post-incrémentation de voir comment vous allez récupérer les résultats, en fait les valeurs qui vont être récupérées. Alors, si jamais je fais une incrémentation, mais je fais tout simplement, au lieu de x je fais plus x, eh bien les choses changent un petit peu là, on parle de pré-incrémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'incrémentation, ici eh bien elle se fait avant qu'on fasse l'affectation. Cela veut dire tout simplement qu'on fait d'abord l'incrémentation et on obtient x reçoit 6, et c'est après qu'on affecte cette valeur-là à y, et donc la valeur de y, c'est la valeur de x obtenue après incrémentation, c'est-à-dire la valeur 6. Évidemment, pourquoi compliquer les choses? C'est-à-dire on pouvait écrire y égale y plus x, tout simplement, sans pré- et post-incrémentation. Bon, d'abord, c'est un problème de rapidité et de coût. Alors, c'est très important de comprendre ces choses-là, parce que là, quand vous faites plus x ou x quand vous faites de l'incrémentation en utilisant un opérateur, c'est vraiment un opérateur, ce n'est pas une fonction. Donc, on va utiliser une seule fois la variable x, et en plus c'est plus rapide, enfin c'est plus rapide dans ce sens-là, c'est-à-dire on va utiliser une seule fois, on n'a pas à mettre dans une variable, puis dans une autre variable, x reçoit x plus 1. Deuxième chose, c'est que c'est plus rapide, surtout lorsqu'on a une fonction qui demande beaucoup plus de temps. Alors je peux évidemment affecter y égale plus f de x. Donc, si vous avez une fonction que vous évaluez, l'évaluer une fois, ce n'est pas exactement la même chose que de l'évaluer deux fois. Voilà, donc c'est plus rapide. On a vu au cours de cette leçon, alors tout d'abord, le langage C. Donc le tour d'horizon comportait un petit peu la philosophie du langage C, c'est-à-dire le langage C, à quoi il est utile, enfin ses atouts. On a vu que c'est un langage qui est relativement permissible et il permet aux utilisateurs d'utiliser les structures, la façon la plus adéquate, mais évidemment cette permissivité, cette simplicité, eh bien ça peut
poser quelques problèmes si on n'a pas bien compris les choses. On a présenté les différents opérateurs, on a présenté les expressions et notamment l'affectation. La prochaine fois, dans notre prochaine leçon, on parlera des autres structures, notamment des structures de contrôle au niveau de langage C. Les leçons qui vont suivre, en fait, les 9 prochaines leçons, c'est pour mettre au niveau, comme je l'avais dit, pour vous mettre au niveau du langage C. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.